Je vais m'en assurer au cas où. À toutes et à tous, donc bienvenue à ce webinaire donc spécialisé sur la thématique de data et IA, donc qui sera fait par Andrea. Donc je vais te laisser de suite la main pour prendre le relais et désolé pour le retard. Vous savez normalement utiliser Livestorm et le chat, donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires donc, dans le chat et à poser vos questions dans l'onglet questions, comme ça Andrea pourra répondre à toutes vos questions donc, à la fin et au fil de l'eau, j'essaierai je t'interromprai, Andrea, si jamais je vois qu'il y a des questions en plein milieu. Oui. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, je pense que je interviens auprès de Wild Code School très fréquemment depuis 2018. En fait, c'est un plaisir pour moi de retrouver des nouveaux enthousiastes du domaine de la data et de partager mes expériences parce que je trouve que quand on a quelqu'un qui a un peu d'expérience et qui peut donner des astuces, ben en fait, c'est beaucoup plus facile pour la voie professionnelle de tout le monde. Et c'est vrai que la data et notamment l'IA dans les dernières années, c'est un sujet extrêmement important, un sujet qui intéresse beaucoup de monde et c'est un sujet vers lequel il y a plein de gens qui migrent puisque c'est un sujet qui commence à prendre un peu plus d'ampleur dans la vie de n'importe quelle société. Donc, bonjour à tous. Vraiment ravi de voir vos messages. Merci encore pour être présent. Donc, mon nom, c'est Andrea et aujourd'hui, je viens ici comme invitée pour discuter un peu plus du domaine de l'IA, du domaine de l'IA sur le marché, comment se familiariser avec les outils de l'intelligence artificielle et pourquoi c'est essentiel d'orienter efficacement sa carrière professionnelle vers l'avenir. Je vous dis de mon expérience, le parcours n'a pas été simple en début, donc j'ai une expérience d'environ 8 ans maintenant sur le marché de travail dans ce domaine. Mais une fois que vous êtes arrivé à savoir ce que vous voulez faire et vous avez les bonnes démarches, vous prenez les bons cours et vous accédez à toutes ce catalogue de cours qu'on vous propose, notamment par le bootcamp que vous faites maintenant, bah, la voie est encore beaucoup plus simple. Et donc, il faut apprendre un petit peu quelles sont les implications de l'intelligence artificielle et les compétences nécessaires pour travailler sur des projets dans ce domaine qui est franchement révolutionnaire et qui a transformé le marché ces années. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui là, pour vous présenter un petit peu mon expérience, mon évolution sur le parcours professionnel, voir un petit peu quels sont les avantages et les compétences techniques et voir les compétences soft skills que j'ai accumulées et qui m'ont aidé justement à arriver à gérer un pôle maintenant en tant que manager sur le département de training. Et voilà, vous présentez un petit peu mon parcours et ensuite vous présentez les options que vous avez, les types de cours, les types de compétences techniques et comment en fait est-ce que vous pouvez orienter vers votre propre avantage toutes ces choses. Donc, je vais participer, présenter mon écran justement et voilà. Donc, cette présentation, en gros, se déroule en deux étapes. La première étape est justement de vous présenter mon parcours et la deuxième, de vous présenter le domaine de la data sur le marché français et comment vous pouvez accéder à des différents rôles dans la data et ensuite comment vous pouvez acquérir des rôles qu'on vous demande. Parce que en tant que recruteur aussi dans la data, où j'étais un manager de plusieurs équipes de consultants, en fait, j'ai été amenée aussi à chercher des profils intéressants qui pourront contribuer à des projets dans la data. Et une fois qu'on connaît les types de rôles complets, les types de rôles qu'on a et ce qu'il nous faut sur un projet, en tant que recruteur technique, c'est que j'étais pour une des entreprises de consultance en France pour lesquelles j'ai travaillé, c'est beaucoup plus évident en fait qui est éligible et pas au poste. Voilà, donc comment préparer sa carrière data? Je dis data parce que c'est beaucoup plus général que l'intelligence artificielle. Après, selon les profils qui existent actuellement présents, vous serez amené peut-être à être intéressé plutôt à avoir un
job ou un poste de travail dans la data en soi-même, c'est-à-dire des rôles qui nécessitent connaître les données très bien, apprendre sur comment les modifier, comment les préparer, ou plus spécifiquement sur des modèles de machine learning ou des plateformes d'intelligence, là que maintenant de plus en plus d'entreprises commencent à implémenter pour automatiser encore plus leur processus de vente, par exemple, et leur processus de connaissance de leurs clients et de personnalisation des offres de portefeuille pour leurs clients. Et donc, en fait, un petit peu sur moi-même. Donc, je suis le leader du pôle de training pour une entreprise qui offre des services dans le domaine d'intelligence artificielle qui s'appelle H2E.ai. C'est un gros une grosse entreprise américaine, c'est une start-up depuis 10 ans qui travaille dans ce domaine-là et qui a comme développeur de ces produits plus d'une trentaine de Kaggle Grandmasters. Et donc, en fait, si vous savez, Kaggle Grandmasters, ce sont les data scientists, les meilleurs data scientists du monde qui participent à des concours sur cette plateforme Kaggle, qui est la plateforme la meilleure connue et la plus importante pour déployer des modèles de machine learning de type open source. Et donc, en fait, nous, on a plus de 30 Kaggle Grandmasters dans tout le monde entier et parmi les développeurs, eux, ils contribuent aussi à développer des outils d'apprentissage et de modèles de machine learning. Ils font de l'AutoML ou de l'automatisation des modèles de machine learning, de déploiement de ces modèles-là. Ils ont des options de deep learning, ils ont des options de prompt engineering avec un outil qui s'appelle H2O GPT. Donc, on a nos outils qu'on offre à nos clients et qu'en fait, on offre la possibilité de hoster ces outils-là on-premise aussi dans la situation où des problèmes de sécurité ou de privacy arrivent comme elle arrive souvent sur le marché européen avec les lois de RGPD implémentées. Voilà, donc depuis plus d'un an et demi, je travaille en tant que responsable de ce pôle-là et ce que je fais en gros, c'est de créer un curriculum qui est adapté à nos produits pour faciliter l'onboarding ou l'apprentissage de nos clients et de toute notre communauté sur les outils d'intelligence artificielle qu'on a. En plus, moi, je suis co-organisateur et ancienne présidente de l'association Lyon Data Science, qui en fait est une des premières associations qui se sont montées sur le domaine de la data à Lyon, puisque c'est à Lyon que je suis basée et qui fonctionne depuis 2016 en gros. Et dans mon temps libre, en fait, je fais du data career coaching, c'est-à-dire j'accompagne des différents individus pour optimiser leur image professionnelle et leurs compétences techniques. Et je donne aussi des cours pour le domaine de la data en général. Donc, plein de choses de mon côté. Je suis intéressée de contribuer à la communauté et amener mon expérience et mes connaissances au marché, puisque j'ai eu un peu de difficulté en tant qu'économiste en début de ma carrière à trouver la voie qui m'a plu le plus. Et donc, j'ai dû tâtonner le terrain et faire du trial and error en tant qu'expérience pour pouvoir arriver à ce moment-là où je suis extrêmement contente. Donc, si de mon expérience, je peux partager et accompagner des gens qui, à leur tour, peuvent capitaliser et arriver à avoir un meilleur poste, un poste qui leur plaise plus sur ce domaine ou un poste qui est meilleur payé, pourquoi pas, je le ferai avec plaisir. Et donc, j'ai plus de 7000 followers sur LinkedIn. Je donne des conférences fréquemment, j'enseigne des cours et je fais du mentoring des individus parce que ça, c'est ce qui me fait plein de plaisir à pouvoir démystifier et démocratiser encore plus ce domaine sur lequel il y a encore beaucoup de gens qui sont confus, qui savent pas comment s'insérer, qui savent pas quelles sont les connaissances nécessaires. C'est un domaine en pleine croissance et une migration du domaine tertiaire vers un domaine qui va devenir intellectuel purement avec de travail sur des intelligences artificielles, c'est quelque chose que je désire beaucoup parce que je trouve que l'intelligence artificielle, elle peut sauver des vies, elle peut trouver des patterns dans les données qui peuvent
avoir un vrai impact bénéfique dans la société. Voilà. Et donc, au niveau personnel, j'aime bien faire du sport, j'aime bien faciliter tout ce qui signifie compétences dans le modèle de machine learning et artificial intelligence, et j'aime bien avoir plein de choses que je propose pour les individus. Donc, j'ai un compte où j'offre ces services-là. C'est pas pour vous dire que c'est quelque chose que vous pouvez avoir accès. C'est pour vous dire que à tout moment, si vous êtes intéressé et passionné d'un sujet, vous allez contribuer encore plus et vouloir le développer de votre côté d'une façon que ça devienne facile, pas seulement pour soi-même, mais pour tout le monde. Et juste pour vous montrer, en fait, pourquoi j'ai eu un peu de difficulté en début, c'était parce que moi, je suis licenciée en économie. Donc, j'ai eu 2 diplômes de bachelor's, donc de licence en économie. La dernière étant à l'université Lumière 2. Et ensuite, je suis allée en master en économie et économétrie, donc économie quantitative et économétrie. Donc, c'est le moment où j'ai commencé à apprendre que la donnée, c'est quelque chose beaucoup plus concret que des théories génériques économiques sur la macro ou microéconomie qu'on peut avoir. Et je me suis dit qu'en fait, c'est beaucoup plus concret d'aller vers quelque chose où on peut voir la donnée, on peut voir des statistiques et on peut en tirer des résultats plutôt que juste philosopher sur des concepts que les entreprises en général n'implémentent pas ou sur lesquels elles sont pas intéressées d'implémenter. Et donc, initialement, comme peut-être tous d'entre vous qui ont commencé ce domaine-là, j'ai eu aucune expérience. Donc, c'était complètement une tabula rasa. C'était quelques petites compétences que j'avais eues au cours de mon master, où j'avais vu quelques dizaines d'heures de coding en Python, non, coding en R, on n'avait pas fait du Python, et des concepts statistiques génériques. Voilà. Donc, avec ces informations et aucune expérience technique sur le marché, j'ai intégré un internship au CGI en tant que Junior Data Scientist. Et c'est là le premier moment où j'ai eu la possibilité de travailler sur des sortes de plateformes d'intelligence artificielle dans leur format primordial. Et là, c'était SAS qui est un langage procédural qui travaille avec les données, qui avait une application et qui l'a encore et qui l'a développé encore plus, qui s'appelait SAS Enterprise Miner. Et ce que j'ai découvert, c'était que, tiens, j'ai pas besoin de coder à fond pour pouvoir travailler avec les données. Parce que cette application, elle m'aidait justement à tirer sur l'écran des petites briques qui avaient déjà à l'intérieur des algorithmes qui s'appliquaient sur le jeu de données que j'avais importé initialement. Et donc, cette interface était pour moi un outil qui ouvrait le monde de l'intelligence artificielle juste parce que il était facile utilisateur. Et toi, même en tant que codeur, si tu connaissais des concepts de machine learning ou de statistiques de base, tu n'avais même pas besoin de tirer, de faire du code, mais de tirer dans l'ordre chronologique important de ce projet des briques, à la fin ayant les résultats. Et donc, j'ai eu des performances pas mal pour de résultats sur les comptes bancaires frauduleuses, car mon internship à ce moment-là, il était sur prédiction des comportements frauduleux à la carte bancaire en ligne. Et donc, ça a été très sympa, mais j'ai migré quand même à Lyon parce que ce stage, il était à Montpellier. Et j'ai commencé justement à travailler vers accumulation de compétences de data scientist en général. Et donc, à la fin de ces compétences, jusqu'à l'année dernière inclus, ça, c'est les expériences techniques que j'ai accumulées. Donc, à tout moment, si vous vous posez une question sur le fait que vous n'avez pas de capacité technique, en fait, ce n'est pas ça qui compte. C'est votre désir d'apprendre et votre motivation pour investir constamment à développer le côté technique. Donc, pour moi, le fait d'intégrer en tant que junior data scientist, le prérequis n'a pas été de connaître à coder. Le prérequis était plutôt à savoir qu'est-ce que c'est la donnée, à pouvoir la manipuler un petit peu et peut-être à appliquer quelques visuels et statistiques descriptives dessus.
Et donc, comme j'ai eu la chance de développer ça un petit peu pendant mes études, ben, en fait, ça a été facile. J'ai commencé à apprendre à utiliser du Python. Je codais un petit peu en R. J'ai commencé à faire des outils de visualisation de rapports sur Power BI et Tableau. J'ai commencé à apprendre un petit peu de SAS lors de mon entretien et ensuite j'ai commencé à travailler sur des plateformes d'intelligence artificielle comme Dataiku, DataRobot, une entreprise pour laquelle j'ai travaillé aussi, H2O AI qui est mon entreprise actuelle et accumuler plus de certifications sur la partie Data Science de Microsoft. Et donc, ça, ce sont des compétences techniques que j'ai accumulées au fur et à mesure sur disons 5, 6, 7 ans de longueur. Donc, si jamais il y a un poste qui vous intéresse et que ce poste-là, il demande des compétences techniques, bah, je sais que on ne peut pas être tous parfaits à côté dans un langage. Ça ne veut pas dire que vous devez jeter à la poubelle cette offre. Ça veut dire que peut-être il y a une possibilité d'intégrer un poste en ayant moins d'expérience technique, juste parce que les recruteurs en général, ils cherchent pas des gens parfaits qui codent de façon parfaite, ils cherchent des gens adaptables qui peuvent apprendre vite, qui ont une force de proposition et qui sont désireux à investir du temps à développer des projets pour lesquels les entreprises cherchent à avoir des consultants, disons. Et donc, voilà. Donc, c'est pas la capacité technique qui va vous arrêter parfois à arriver au premier ou au deuxième entretien. Mais c'est quelque chose qui est indispensable au bout d'un moment pour pouvoir aller encore plus sur le domaine qui vous intéresse. C'est normal qu'au début, bah, vous ayez pas d'expérience et que les postes que vous allez encadrer, c'est plutôt des stagiaires ou plutôt des postes de juniors qui vont pas demander plein de responsabilités de votre côté. Ça, c'est normal. Et je pense que tout le monde passe par là, n'importe quel domaine. Donc, c'est là où le moment de capitaliser sur vos connaissances est le plus important. C'est le moment où le côté financier n'est pas si important parce que à chaque travail que vous allez faire dans des différents projets, bah, vous allez plutôt venir avec votre temps à investir dans le développement de compétences techniques pour le bénéfice d'un projet, mais pour aussi le bénéfice de développement de vos skills techniques. Voilà. Et donc, la majorité des gens se demandent d'habitude, bah, où est-ce qu'il faut que je commence? Bah, d'habitude, et voilà, j'ai d'autres cours que je détaille dans cette direction, c'est plutôt de trouver un job qui vous plaît, dans un domaine qui vous correspond et qui vous intéresse, et ensuite évaluer par rapport à ces jobs-là quelles sont les compétences que vous avez, quels sont les soft skills et les hard skills que vous avez. Et ensuite, si vous avez le temps et que vous n'êtes pas pressé, bah, pendant le temps que vous attendez d'être mis dans le pipeline d'un recrutement ou peut-être vous aurez à avoir plein d'entretiens en parallèle, vous pouvez aussi investir dans ce côté amélioration technique. Et c'est là où actuellement vous êtes en train de travailler en faisant partie d'un bootcamp qui a des cours précis et qui sont en veille de l'évolution technique sur le marché. Et je veux vous féliciter encore une fois pour ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent cette décision de faire un investissement dans leurs propres compétences pour l'avenir. Donc voilà. Juste pour vous donner une idée, le côté choose your job, vous trouvez votre profession, bah, il y a plein de rôles que vous pouvez intégrer. Là où cette image elle est plus petite, il y a deux endroits, c'est le data analyst et le data manager. En gros, les compétences techniques sont moindres, sont moins prérequis, puisque vous devrez être amené à comprendre un jeu de données et à savoir
l'interpréter, à savoir aussi le visualiser, mais vous n'êtes pas amené à implémenter des modèles de machine learning dessus ou des choses de type architectural où il faut faire une gouvernance de données, un hosting de ces jeux de données sur des bases de données spécifiques selon le besoin du projet. Là où il y a cette image plus grosse, comme pour l'ingénieur, data engineer, le data scientist, le machine learning engineer et le data architect, là, on a besoin de compétences encore plus poussées parce que ce sont des rôles où, en fait, il faut avoir une bonne connaissance de l'architecture, de infrastructure informatique aussi de l'entreprise. Il faut avoir une bonne connaissance de base de données. Dans la majorité des cas, par exemple, en tant que data engineer et architecte, où il faut avoir une bonne connaissance de programmation statistique et mathématique pour implémenter des modèles de machine learning, comme par exemple dans le cas de data scientist ou le machine learning engineer. Je sais qu'il y a plein de choses qui viennent maintenant vous frapper avec plein d'informations. Vous allez peut-être pas tout retenir. C'est juste pour vous présenter un petit peu les rôles principaux qui existent au niveau du marché, sachant qu'en fait, il peut avoir des variations selon le besoin du projet et la magnitude de l'entreprise. Donc, on peut avoir des entreprises très grosses qui ont sur ces projets plein d'individus qui travaillent. Et là, vous allez avoir un rôle beaucoup plus spécialisé, c'est-à-dire beaucoup mieux carré et mieux ciblé. Et après, il y a des entreprises qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui s'attendent de vous à faire tout le projet de bout en bout, dès la collecte de données et nettoyage de ces données-là jusqu'au déploiement de modèles de machine learning et la livraison des applications. Donc, ce que je vous dis est que généralement, il est plus facile d'intégrer des projets qui ont plein de ressources attribuées juste parce que vous allez avoir des tâches précises à réaliser. Ça nécessite aussi peut-être un plus haut niveau de compétences techniques. Mais pour moi, j'ai trouvé que si j'ai une tâche précise, bah, je suis meilleure, je suis plus capable en fait à délivrer. Et ça, c'était surtout au début. En début, il y avait eu des situations où sur un projet, on était deux personnes. Il y a une personne très technique et une autre un peu moins technique. Et là, gérer un projet de data science dès le début jusqu'à la fin, ce n'est pas toujours évident dans le sens où tu as beaucoup plus de capacité de faire plus de tâches, mais au bout d'un moment, c'est hors de ta capacité à pouvoir aider ce projet à aboutir. Donc, selon votre personnalité, vous allez vous-même aussi trouver peut-être que le projet avec plus d'individus et plus de ressources vous convient plus, ou à l'inverse, des projets qui sont beaucoup plus légers avec moins d'individus où on nécessite plus d'adaptabilité, c'est ce qui vous plaît à vous-même. Voilà, donc je vais arrêter ici le partage parce qu'on va discuter un petit peu. Maintenant, je vais vous présenter quels sont les aperçus et l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, quelles sont les compétences pour travailler dans cet environnement et ensuite, quels sont les défis, quelques études de cas et des outils nécessaires. Donc, pour ça, j'ai pas vraiment de slides, c'est pour ça que je préfère à vous voir. Donc, avant juste de commencer, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai présenté jusqu'au présent? Est-ce que tout c'est clair? Ça a du sens pour vous? Ça vous parle? Oui, je vois qu'il y a des personnes en train d'écrire, mais si bien, c'est très clair. OK. N'hésitez pas à poser vos questions, n'importe lesquelles, selon vos curiosités, de point de vue professionnel, bien sûr, pour la suite. OK, très bien. Donc, en fait, parlons maintenant un petit peu des défis de l'intelligence artificielle. Donc, déjà, si je parle de l'intelligence artificielle en général, qu'est-ce que c'est ça? Bah, en fait, ça, c'est un sujet très large qui
accapare tout le monde informatique de nos jours. Donc maintenant, toute entreprise qui a une grosse application, comme par exemple fournie par Microsoft ou par Google, elle a aussi des propositions pour implémenter avec des API des bouts de code qui vont leur faciliter les tâches de différentes façons. Donc, il y a plein de défis de l'IA, il y a plein d'études de cas, donc on va parler de ça euh, tout à l'heure. Mais avant, je veux juste vous parler un petit peu des aperçus sur l'impact de l'IA sur le marché du travail. Donc, on sait bien que l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée, et ça notamment pour automatiser des tâches routières, répétitives, prévisibles dans des divers secteurs, notamment dans le secteur de la fabrication, la logistique, les services financiers et le service client. Et donc, en fait, une des plus gros impacts que l'intelligence artificielle a actuellement sur le marché du travail, c'est cette automatisation qui peut entraîner une grosse réduction de tâches administratives sur certains domaines et aussi parce qu'en fait, ces tâches sont facilement reproductibles par les algorithmes. Ça ne veut pas dire qu'on va réduire les emplois dans ces domaines-là, forcément, ce qui tout le monde a peur en fait de nos jours. Ça veut dire plutôt que au lieu de faire vous-même des tâches répétitives, copy-paste, copy-paste, ou copier-coller sur des différentes choses, vous, je sais pas, assurer que les choses sont bien copiées ou les bien transmises ou bien transférées, etc. Ça veut dire qu'en fait, vous allez apprendre à comment surveiller ces applications. Et donc, en fait, moi, je dis que c'est une augmentation de capacité professionnelle des individus en moyenne, parce que ces individus vont plus être là juste pour réaliser les tâches répétitives comme des robots. Ben, en fait, ils seront là pour s'assurer que les robots font un bon travail quand ils vont eux-mêmes implémenter ces tâches répétitives. Parce que pour être honnête, un robot, il n'a pas besoin de plein de choses. Donc, ça veut dire qu'il va aussi déclencher une sorte de réduction de coûts. Un robot, il est moins prédisposé à faire des erreurs. Juste parce que lui, il n'est pas un être humain qui a des fluctuations toute la journée selon j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, je me suis bien entendu avec mon époux à la maison le jour d'avant, est-ce que je me sens bien sans ou pas. Donc parfois, il y a des situations où la fatigue peut compter ou des circonstances qui ne sont pas contrôlées par nous, qui fait que chaque fois qu'on fait une tâche répétitive, bah, ça introduit aussi une dimension de je m'ennuie, voilà, et c'est une dimension. Donc il y a en fait plein de dimensions qui peuvent déterminer quand l'individu il est plus compétent à faire des tâches créatives et innovantes et intelligentes, et qu'en fait les machines sont celles qui doivent automatiser les processus le mieux. Et ça se peut voir dans le domaine médical où on a appris un algorithme d'intelligence artificielle justement avec des modèles de machine learning dessus, une détection sur des images de type de cancer. Et en fait, l'algorithme, il a été meilleur à détecter sur des centaines et des milliers d'images ce problème, ce type de cancer que les médecins. Ça ne veut pas dire que les médecins ne sont pas capables à faire ça. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, la fatigue rentre en jeu, des différents facteurs exogènes peuvent rentrer en jeu, et qu'en fait, c'est pas grave si on délègue plus de notre travail aux machines, parce qu'en fait, elles sont là comme un instrument pour nous aider à mieux faire notre travail pour la suite. Donc, chaque fois quand quelqu'un me dit, on va être remplacé par les robots, moi, je trouve, selon les tendances actuelles, que ça, déjà, c'est pas passé. Ça va pas bientôt se passer non plus. Et je trouve que ces machines et ces modèles, ils sont pas le but. Nous, on les utilise comme des instruments pour efficacité, pour efficientiser encore plus notre propre travail. Donc là, il y a actuellement sur le marché plein de services qui offrent ces possibilités à mieux faire ton travail, à plus le faire plus rapidement par l'intermédiaire de ces GPT qui, avec un bon prompt engineering, peuvent optimiser et
rendre encore plus rapide le travail qu'on fait actuellement. Et c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Je trouve qu'il faut embrasser ces genres des instruments qui nous aident à mieux faire notre travail. Parce que ça va nous donner aussi le temps de se concentrer sur des tâches plus créatrices et plus innovatrices et non pas sur des tâches répétitives comme j'ai dit tout à l'heure. Un autre aspect de l'intelligence artificielle sur le marché du travail est qu'en fait, on est en pleine croissance et que on est en train de créer des nouveaux métiers et faire évoluer des compétences. Donc, si par exemple il y a une réduction d'emplois qui arrive dans certaines fonctions à cause de l'implémentation de ce modèle d'intelligence artificielle, comme j'ai dit, l'intelligence artificielle crée des nouveaux métiers et transforme les rôles existants. Et en fait, ça, sont des compétences en forte demande. Donc, le développement d'algorithmes de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, traitement de données massives comme Big Data, analyse prédictive et éthique de l'IA sont des choses très chaudes actuellement, si je peux m'exprimer comme ça, pour commencer à se développer dessus parce que les entreprises veulent rester compétitives sur le marché. Et donc, ça veut dire que si tu veux actuellement en tant qu'entreprise avoir un avantage concurrentiel, il faut évoluer, il faut s'adapter, il faut embrasser justement et accueillir ces compétences dans ces ressources humaines ainsi que dans le matériel et les services qu'on offre. Donc, il y a plein de cas où il y a des entreprises, par exemple Kodak, ou des compétiteurs de Netflix, disons, qui n'ont pas accueilli l'évolution et l'adaptation aux demandes du marché et elles ont quasiment disparu. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises actuellement qui sont en train de faire la même chose, vouloir éviter ce genre de situation où l'avantage compétitif n'est plus là. Et donc, pour l'avoir, encore une fois, et pour avoir encore un impact plus gros sur la productivité et l'innovation, ces entreprises désirent optimiser des processus et l'IA améliore cette productivité en fournissant des analyses très avancées sur la prise de décision et en réduisant les erreurs humaines. Donc, moi, je dis toujours, et je pense que c'est moi qui ai inventé en fait cette idée, comme par exemple le pétrole, il est l'or noir, la data, il est l'or numérique en fait de notre ère actuelle et la data va continuer à être importante puisque celui qui détient l'information et les données actuellement est celui qui a un vrai avantage compétitif. Voilà. Il y a d'autres impacts de l'IA sur le marché du travail. Adaptation, organisation et culturelle, ça c'est quelque chose que les entreprises doivent ajuster dans leur infrastructure et leur culture organisationnelle pour intégrer efficacement la data et l'IA. Et il y a aussi des défis éthiques et réglementaires actuellement qui montrent que l'adoption de l'IA soulève des préoccupations éthiques telles que la confidentialité des données, la transparence, les algorithmes et encore plus. Voilà. Donc maintenant qu'on comprend qu'il y a une vraie demande sur le domaine de la data et qu'en fait nous, en tant que ressources humaines, on peut remplir cette demande, quelles sont en fait les compétences essentielles pour travailler dans un environnement d'IA? Donc, déjà, on a des compétences techniques avancées qui vont nous aider à intégrer des projets de la data. Et en gros, celui que je recommande le plus souvent, c'est de programmation et de maîtrise de programmation de Python. Donc, ça ne veut pas dire que vous devriez être le maître de Python et en fait savoir autant que tous les gens qui créent des librairies dans Python. Ça veut dire que vous devrez savoir faire des manipulations simples avec vos données et implémenter des modèles d'apprentissage automatique avec du Python, par exemple. R était aussi un très bon compétiteur, mais dès nos jours, depuis 10 ans jusqu'au présent, Python s'est encore plus éloigné. Il est devenu beaucoup
plus populaire et il a été adopté par toutes les entreprises. Donc, voir des grosses entreprises qui offrent des solutions d'intelligence artificielle utilisent Python parfois dans leur back-end parce que les bibliothèques que Python contient, ce sont des bibliothèques qui cumulent les ressources de plus grosses connaisseurs de domaines de programmation et de statistiques ensemble. Donc, programmation en R, ça c'est très important. Apprentissage automatique, donc une compréhension approfondie des algorithmes d'apprentissage supervisés et non supervisés, des réseaux neuronaux avec deep learning et leurs applications, c'est quelque chose que je conseillerais bien. Je ne me rappelle plus si jamais vous avez ces genres de cours, j'ai l'impression que oui, mais connaître ce type de modèle et algorithmes d'apprentissage supervisé, non supervisé et deep learning et les implémenter en Python, par exemple, lorsque vous programmez, c'est quelque chose qui est de base et qui va vous aider si jamais vous travaillez sur des programmes d'intelligence artificielle à mieux comprendre comment ces programmes sont développés et comment est-ce qu'on peut les implémenter en tant qu'application dans un projet. Un autre sujet extrêmement important à tenir compte, c'est le domaine Big Data. Donc, est-ce que vous avez ou pas une capacité à gérer et analyser des grandes quantités de données pour des insights significatifs? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en état de uploader, par exemple, un jeu de données, faire des statistiques descriptives dessus, observer comment le nettoyer et appliquer de fonctions pour le nettoyer de façon automatisée. Est-ce que vous pouvez organiser ces tables, ces matrices, ces jeux de données dans un dépôt d'une base de données? Est-ce que vous connaissez comment extraire ces données dans une base de données ou faire une requête avec SQL? Ça, ce sont des choses que je trouve importantes parce que si on est un data scientist ou un data analyst et qu'on ne sait pas en fait comment récupérer notre donnée pour travailler avec, en fait, comment est-ce que nous, on va pouvoir implémenter nos connaissances sur ces jeux de données. Donc, il y a parfois une très grosse collaboration entre des différentes équipes et vous serez amené à travailler plein de temps avec des data ingénieurs qui vont vous mettre à la disposition les données. Mais au bout d'un moment, il faut vous-même aussi comprendre ce que vous cherchez dans ces données-là et quelles sont les choses à extraire qui vous intéressent pour pouvoir implémenter des modèles de machine learning dessus. Voilà. Et je dis large modèle de machine learning parce que ces modèles-là, ils sont implémentés de partout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà. Et plus rapidement maintenant, il faut avoir des connaissances des technologies un peu plus avancées, par exemple dans le traitement du langage naturel. Donc, comme vous savez, GPT ou ChatGPT a commencé à prendre de l'ampleur parce qu'en fait, on a appris comment implémenter des modèles de machine learning sur de grosses bases de données et extraire des informations dessus pour faciliter la tâche de rechercher une telle information. Donc là, je vois que de plus en plus d'entreprises cherchent ces compétences dans ces data scientists ou machine learning engineers. Et donc, si vous avez l'occasion de travailler avec du NLP et apprendre un petit peu comment il fonctionne et quel est le principe derrière prompt engineering et tous ces modèles de ChatGPT, n'hésitez pas à vous lancer dans ce domaine-là. Voilà, donc compétences techniques très avancées, ça c'est de mon point de vue ce qui est important une fois que vous vous lancez dans cette direction d'avoir un rôle un peu plus technique dans la data. Mais bien sûr que ce rôle-là, il n'est pas le seul et que finalement, si c'est pas très technique ce qui vous intéresse, vous avez d'autres possibilités, par exemple des compétences en analyse et interprétation des données. Donc, la capacité à interpréter les résultats de ces modèles issus de l'intelligence artificielle et à communiquer ces résultats est aussi très importante. Donc, on n'a pas besoin que des développeurs des applications d'intelligence artificielle, on a besoin aussi des interprétateurs de ces modèles-là et d'analysateurs, donc des analystes de ce modèle-là.
de compétences de gestion de projet et de collaboration est quelque chose souvent que je recherchais lors des entretiens techniques que je recherchais, parce que savoir faire partie d'un projet et savoir où on se trouve dans ce projet-là et comment contribuer pour l'amener au bout est quelque chose de très important. Et ça vient avec le temps. Vous allez commencer à apprendre comment gérer un projet au sein d'une entreprise avec de l'expérience sur place. Et ensuite, vous allez gagner de l'expérience dans la gestion de projets d'intelligence artificielle, parce que ça, c'est un projet qui va demander des connaissances dans ce domaine-là. Voilà, donc capacité à travailler dans une équipe multidisciplinaire est importante aussi. Voilà, compréhension, donc adaptabilité et apprentissage continu est quelque chose aussi qu'on cherche souvent. Donc, j'avais travaillé en tant que consultante pour quelques années, et là, c'était mon motto de la vie. Le fait d'être adaptable dans l'environnement informatique du client a été crucial pour moi, à savoir comment aider mon client à aller au-delà de ses problèmes et à identifier des solutions adaptées. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près la partie de l'implication de l'IA et aussi de compétences un peu plus techniques qu'on demande couramment. Mais bien sûr qu'il y a d'autres choses. Donc, se familiariser avec ces outils pour s'orienter efficacement dans sa carrière professionnelle vers l'avenir est importante. Et donc, c'est là où je trouve que vous vous êtes très bien débrouillé en accédant des cours qui peuvent vous donner la possibilité à se familiariser avec des outils de la data, comprendre un petit peu la complexité du monde de l'IA et voir un petit peu comment gérer sa capacité professionnelle de façon structurée et acquérir des connaissances théoriques, développement de connaissances pratiques, et vous engager dans une communauté qui est ouverte dans ce domaine-là et qui cherche la même chose que vous, justement réseauter et se faire connaître dans ce domaine. Voilà. Et donc ça, peut-être, c'était un des premiers buts que j'avais moi-même quand je me suis inscrite dans l'association Lyon Data Science. Initialement, j'ai voulu me faire plein d'amis qui étaient passionnés de même sujet que moi-même. Et donc, je commençais à participer à des conférences organisées de façon mensuelle pour apprendre sur le domaine et parler avec des gens qui étaient intéressés du même domaine que moi-même. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, je développais pas seulement mes compétences techniques, mais aussi mon réseau, parce que apparemment dans ces conférences, il y avait des recruteurs qui venaient, qui cherchaient justement des personnes intéressées ou développées dans ce domaine sur lequel on avait une présentation. Il y avait aussi des fondateurs des entreprises qui voulaient juste se mettre au courant avec qu'est-ce que se passe et recevoir de l'aide et du conseil dans ces directions. Il y avait des étudiants qui voulaient apprendre, et après, il y avait des gens qui avaient de l'expérience dans le domaine du point de vue technique, qui faisaient un retour d'expérience et qui finalement, ils donnaient plus de visibilité sur leur travail sur un certain domaine. Donc voilà. Et c'est pour ça que je pense aussi que faire partie d'un bootcamp qui fait ce genre de choses, ça peut vous donner une possibilité pour la suite à collaborer avec des entreprises qui sont intéressées de ce domaine-là. Et donc, en fait, juste pour continuer sur le côté comment est-ce qu'on réalise ces démarches à se familiariser avec le domaine et à apprendre plus, il y a plein d'options. Donc, déjà, l'acquisition de connaissances de base, vous pouvez le faire avec des cours en ligne ou de cours de type MOOC. Donc, il y a plein de cours sur Coursera, edX, Udemy, Udacity qui présentent des modèles de cours qui sont en gros une introduction à ce que dont vous êtes intéressé. Il y a plein de livres dans ce domaine-là, mais ça, on dit tous et on ne les lit jamais. J'avoue que j'ai accumulé plein de livres au fur de mon investissement intellectuel dans ce domaine, mais je les ai pas trop lus parce que j'ai trouvé qu'elles étaient très théoriques et pas suffisamment pratiques.
Et finalement, la recherche de type, c'est un sujet qui m'intéresse très spécifique et je le cherche en ligne et je l'implémente dans ma tâche, a été plus facile pour moi. Après, voilà, le développement de compétences techniques, déjà, vous êtes en train de le faire en apprenant les bases de langage de programmation en Python, disons, en apprenant des différents types de bibliothèques et de frameworks, en apprenant sur des outils et des environnements de développement, disons Jupyter Notebook ou Google Colab, et en faisant des projets pratiques. Et donc là, les projets pratiques qu'on vous donne au cours de bootcamp sont très bien, mais un autre truc, c'est participer à des compétitions de Kaggle. Donc, les compétitions de type Kaggle peuvent résoudre des problèmes concrets de data science et de machine learning que les entreprises qui existent et qui ont des problèmes dans ce domaine-là publient là-bas, fait des compétitions au but de trouver les meilleurs résultats. Donc, réaliser des projets personnels, comme créer des modèles de prédiction et des systèmes de recommandation, des chatbots en ligne. Maintenant, on a plein de choses. C'est aussi une chose que je recommande. Donc, n'hésitez pas, si vous avez du temps dans cette période d'investissement sur votre avenir professionnel, à commencer à faire des projets pratiques. Et je dis ça parce qu'en fait, si jamais il y a deux personnes qui ont les mêmes connaissances, les mêmes capacités techniques, disons à peu près la même personnalité lors d'un entretien technique, et qu'il y a une qui montre avec des choses concrètes les projets sur lesquels elle a travaillé, et une autre qui juste dit qu'elle avait fait ça, vous voyez, là où le côté pratique l'emporte. Donc, c'est-à-dire que parfois, en tant que candidat, on peut aussi dire qu'on sait plus qu'on le sait déjà. Et pour le recruteur, il est un petit peu difficile de lire si ce que le candidat il dit est vrai ou faux. Donc, j'encourage toujours lors des entretiens, si vous avez des projets pratiques sur un cas particulier dont l'entreprise est intéressée, n'hésitez pas à le montrer et leur dire voilà mes projets, mon expérience, j'avais fait ça. Et ça va être très important dans la décision de faire embaucher ou pas votre profil. Je sais parce que j'avais fait ça en début de ma carrière. J'ai vu quelles étaient les demandes du rôle. C'était un rôle où il fallait aussi faire du reporting automatisé avec Power BI et ça se faisait que j'étais en train d'apprendre Power BI. Et donc finalement, j'avais fait un rapport qui était très intéressant et très dynamique. Et lors de l'entretien, je l'ai présenté et c'est en fait ça qui a attiré beaucoup l'œil du recruteur. Et je suis devenue justement le manager du pôle de data après quelques années, juste parce que toujours je suis venue avec des cas concrets à montrer qu'est-ce que c'est possible à faire sur un certain projet. Donc, j'encourage ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK, j'en ai 2-3 points ici et après je vais prendre les questions parce que je ne veux pas dépasser l'heure. Formation continue et certificat, c'est très important. Donc, n'hésitez pas à prendre des certificats professionnels. Microsoft Azure offre plein de certificats comme ça. Google aussi, IBM Data Science offre des certifications professionnelles. Et bien sûr, recevoir la certification de la formation continue que vous avez, qui va être importante aussi pour réorienter votre carrière vers un profil plus data focused. Voilà. Trouver un mentor ou faire des stages et emplois juniors, c'est une bonne démarche déjà à commencer dans ce domaine-là. J'avais aussi, lors de mes cours variés de Data Career Coaching, des personnes qui disaient, en fait, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là, mais je voudrais travailler en tant que Machine Learning Engineer. Et je leur ai dit, oui, mais en fait, quelles sont les connaissances techniques que vous avez pour travailler sur ce domaine-là et quelles sont les connaissances théoriques qui vont appuyer votre connaissance technique. Et en fait, il y avait un petit peu une incohérence entre le désir de travailler sur un domaine super à la mode et les compétences et les capacités de ces personnes. Et donc, en fait, je leur ai dit, finalement, il vaut mieux de commencer avec quelque chose de plus facile pour se familiariser avec ce domaine-là. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est de la data
preparation ou de nettoyage de données, bah, vous ne pouvez pas me dire que vous voulez faire du machine learning engineering parce qu'en fait, ça, c'est une des plus vastes domaines sur lesquels vous pouvez travailler. C'est sympa et c'est sexy de dire qu'on est de machine learning engineer, mais pas tout le monde peut l'acquérir du premier coup. Donc voilà, investissez pendant des années pour augmenter vers la carrière que vous voulez, ayez de la patience et vous allez voir que vous allez être reconnu pour les efforts que vous faites. Et c'est pour ça que généralement, pour des personnes surtout qui sont en reconversion ou qui finissent leur étude, bah, je recommande en gros qu'elles prennent leur temps à étudier un domaine et qu'elles commencent sur des rôles qui sont un peu plus, un peu moins responsables techniquement pour pouvoir accumuler le temps de se responsabiliser techniquement eux-mêmes. Voilà, c'est à peu près ça l'idée de cette présentation. J'espère vraiment que j'ai répondu déjà à plein de questions. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. Et entre-temps, je vais prendre des questions que je retrouve dans le chat. Donc, vos études en économie vous ont-elles servi? Ah, ça, c'est une très bonne question. Pour être honnête, ce sont les études dans le domaine statistique et économétrique qui m'ont servi le plus. Donc, lors de ma licence, j'ai eu des cours de statistique et d'économétrie qui disaient, en fait, ce cours de statistique théorique, bah, ça montrait justement la partie interprétation des résultats avec des formules mathématiques très avancées. Ça m'a aidé pour comprendre comment interpréter les résultats une fois qu'on applique ces algorithmes sur des cas concrets dans la data. Donc, les statistiques m'ont beaucoup aidé. Et l'économétrie aussi, parce qu'en fait, c'était des statistiques appliquées au domaine économique avec de la mathématique dessus. Donc, en fait, les deux étaient assez liés. J'ai dû avoir quelques compétences mathématiques pour pouvoir bien les ingérer, mais le reste, c'était plutôt des choses génériques que j'avais fait, par exemple, organisation internationale, marketing international, management des entreprises moyennes, des choses comme ça. Bien sûr que si j'aurais eu un autre parcours, on peut m'aider encore plus, mais le chemin que j'ai choisi, je l'ai choisi juste parce que j'ai beaucoup aimé le côté statistique et économétrique de mes études économiques. Ok, j'espère que ça a répondu à votre question. Il y a une question en anglais. Quel sera, je le traduis, quel pourrait être le range du salaire, donc en fait l'intervalle de salaire des différents types de rôles qu'on a et que j'ai montré tout à l'heure. Je vous ai montré 6 rôles tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez confirmer que les débutants vont aussi avoir un job plus rapide? Je trouve, ils vont retrouver du job plus rapide ou non? Ok, donc pour la première question, bah, selon le pays où vous vous trouvez, selon la concentration des entreprises qui sont dans cet endroit-là, selon la magnitude des entreprises, selon le département data que les entreprises ont, et selon le travail sur place ou à distance, bah, ça peut vachement varier. Donc, en fait, moi, je ne suis plus au courant vraiment avec les salaires en France, mais je pense que vous pouvez trouver ça sur des différents sites. Voire LinkedIn a une option qui donne une estimation ou un intervalle de salaire selon les différents types de jobs. Donc, je vous conseille à aller dessus parce que je veux pas être dans le faux en vous disant n'importe quoi sur ça. Est-ce que vous pouvez que les débutants vont avoir des jobs faciles aussi? Oui, bah en fait, je confirme ça parce que dans n'importe quel projet, on a besoin des personnes expérimentées, mais ces personnes expérimentées, à leur tour, pour implémenter quelque chose qu'ils ont dans leur vision, ont besoin aussi des stagiaires ou des juniors ou des personnes qui, en fait, vont les aider à implémenter ça. Donc, je sais que les profils plus expérimentés sont à la recherche, mais le fait que vous n'ayez pas une expérience, mais que vous ayez un potentiel profil très intéressant
et que finalement le salaire que vous allez demander, ça va pas être de 10 ans d'expérience comme pour un senior, ça peut aussi vous faciliter le fait de trouver des salaires de jobs plus rapidement. Donc oui, je pense qu'il y a plein de potentiel, mais encore une fois, depuis quelques années, je ne me renseignais plus sur le niveau des jobs et leur salaire en France. Bah, j'espère, Lavender, que ça vous a aidé dans la réponse. Si jamais vous avez besoin de l'explication en anglais, dites-moi parce que j'ai vu que vous avez écrit en anglais. OK. Une autre question, c'est, est-il préférable de passer un peu plus de temps en formation après data analyst pour approfondir son métier de data scientist ou acquérir ses compétences avec le temps? Donc, c'est une très, très bonne question. Moi, je conseille toujours à ne pas passer des dizaines d'années en formation parce que de toute façon, vous allez accumuler des choses théoriques que peut-être vous n'allez plus implémenter lors de votre travail. C'est exactement dans le cas que j'avais fait avec mes études de licence et de master. J'ai accumulé plein de compétences théoriques sur des domaines qui m'intéressaient. Donc ça, c'était bien, c'était ciblé, je les ai eus. Mais une fois que je me suis sentie en état de commencer à travailler, et c'est parce que si je le devais, parce que j'avais fini mes études, bah, je me suis lancée sur le côté pratique. Donc, pour répondre à votre question, à votre place, je ferai 1, 2, 3 formations qui répondent aux besoins de job que vous cherchez vous-même. Et une fois que vous accumulez ces compétences théoriques, bah, en fait, c'est là le moment où vous devriez aller et les exercer sur place. Voilà. Donc, ne passez pas des dizaines de mois ou des dizaines d'années dans des formations parce qu'au bout d'un moment, vous allez oublier pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que ça vous, comment ça peut vous aider. Ciblez les domaines techniques qui vous intéressent, faites des formations dessus et une fois que vous vous sentez un petit peu à l'aise avec ces domaines, encore une fois, on n'est pas tous des experts au bout de quelques mois. On apprend toujours des choses, c'est sûr. Il faut être adaptable. Donc, une fois que vous avez accumulé ces expériences techniques et un peu théoriques, bah, allez-y, lancez-vous, testez vos compétences sur le marché. Donc, n'attendez pas trop longtemps parce qu'après, il y en aura un écart important entre vos études et votre nouveau boulot. Et parfois, surtout sur le marché français, j'ai observé que les recruteurs posent des questions, bah, qu'est-ce que vous avez fait pendant quelques mois et comment vous justifiez votre absence sur le marché. Donc voilà, lancez-vous rapidement. OK. Je recherche. OK. Oui, donc je suis dans le chat, donc veuillez poser vos questions ici. On prend encore quelques petites minutes pour répondre à toutes les questions jusqu'à la fin. Donc, vous m'avez l'air, attendez, d'avoir un système neuronal suffisamment puissant pour intégrer toutes les connaissances, pour être en face de nous, pour nous dire quels sont les débouchés et perspectives. Combien faut-il de temps pour devenir un expert? Bah, ça, c'est une question assez subjective, je dirais, parce que si vous avez, disons, travaillé dans un environnement fortement technique, vous avez codé 12 heures par jour pendant un an en Python, bah, vous serez plus expert que quelqu'un qui code une fois tous les 3 semaines pendant 10 ans. On est d'accord, oui? Donc, en fait, ici, la question est devenir un expert, c'est devenir un expert en quoi et vers quel but? Parce que moi, si je deviens maintenant experte en marketing, bah, en fait, ça va pas m'aider dans mon travail. Donc, c'est pour ça que le premier instant que vous devrez avoir, Patrick, c'est de trouver quel est le rôle qui vous intéresse le plus. Et là, je pense que c'est pas toujours clair et je pense aussi que dans le bootcamp, il y a des accompagnements de professionnels pour retrouver le domaine qui vous intéresse. Une fois que vous trouvez cette information, là, vous pouvez identifier les compétences techniques nécessaires. Devenir un expert juste avec des cours, pour moi, ce n'est pas vraiment très possible, sauf si vous faites juste des projets toute la journée, vous participez à des compétitions comme Kaggle avec des concrets très vrais, avec des systèmes informatiques différents. Donc, devenir un expert,
c'est subjectif dans le sens où il y a des entreprises qui considèrent que vous êtes senior, donc on ne dit pas vraiment expert, on dit senior au bout de 3 ans. Il y a des entreprises qui disent que vous êtes senior au bout de 5. Il y a des autres qui disent que vous êtes senior au bout de 10. Et il y a des autres qui disent que vous êtes senior juste si vous avez rempli des conditions dans le précédent rôle de façon spécifique. Donc, je ne peux pas exactement vous donner ici une marge, mais je dirais que si vous travaillez sur le marché du travail dans un domaine particulier précis, et c'est là où vous désirez d'être expert, bah ça, vous pouvez le faire environ dans 5 ans. Voilà, donc voilà, si vous codez pendant 5 ans tous les jours en Python, bah, je pense qu'au bout de 5 ans, vous serez ce que vous appelez un expert ou ce que j'appelle un senior ou une personne très avancée dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que vous allez être expert dans toutes les choses sur lesquelles vous travaillez dans un projet, puisqu'un projet de data ou de l'intelligence artificielle a plein de choses. Je vous ai dit, vous pouvez être un expert dans le stockage de données, et ça, vous allez vous appeler data architect, ou gestion et requêtage de ces données-là, ou nettoyage de ces données-là sur la base de données, ça, vous allez vous appeler un data engineer. Ou vous pouvez être un expert sur l'implémentation de modèles de machine learning. Là, vous allez vous appeler un data engineer, machine learning engineer. Sur l'interprétation des résultats et présentation de ces résultats, bah là, vous êtes un business analyst ou un data analyst selon vos interlocuteurs. Voilà, il y a plein de possibilités. OK. Je vais prendre les dernières 2 ou 3 questions juste pour finir ici, mais si vraiment pour toute votre question là, toutes vos questions. Vous êtes finalement en train de nous dire que nous pouvons créer des nouveaux métiers par le cumul de nos expertises et l'apport de l'IA. Oui, je pourrais dire ça. Donc, selon votre profil, vous allez avoir des avantages que vous pouvez apporter à un certain projet. Si vous avez de l'initiative et que vous êtes proactif et qu'en fait, par exemple, vous avez des bonnes relations avec un client, bah, vous pouvez générer de nouveaux business pour cette entreprise-là. Et là, selon vos différentes capacités, bah, vous n'allez pas rester seulement un programmeur en Python si votre désir est d'évoluer dans des postes plus sales. Donc, en fait, ne vous limitez pas à ces 6 rôles que je vous donne. Ça, c'est juste un petit peu une présentation globale pour vous indiquer que ces rôles-là ont des compétences techniques spécifiques. En plus de ces compétences techniques, bah, le rôle, il se crée aussi parce qu'une entreprise a ses propres règles de créer un job title, par exemple, ou une job description. Et vos rôles, elles évoluent avec le temps et selon l'implication, les degrés de l'implication dans le projet, dans l'entreprise, vos réactivités, vos proactivités, votre désir de contribuer encore plus. Donc, je pense, Patrick, que on peut créer des nouveaux métiers là où il y avait un besoin qu'on n'avait pas observé dans une entreprise et que nous, on est la bonne personne pour dire, bah voilà, je vais remplir ce rôle-là pour le bien de l'entreprise. Voilà. La dernière question que je vais prendre parce que le temps il est déjà écoulé, donc j'espère bien que vous avez apprécié ces retours. Nabil dit, nous sommes d'accord qu'il est impossible de maîtriser toutes les technos et frameworks de data et IA. Comment choisir les technos et comment les valoriser si nous disposons peu d'expérience dans ces technos? Donc, en fait, ça, c'est un sujet extrêmement vaste, Nabil. Donc, on est d'accord, bien sûr, qu'on ne peut pas maîtriser toutes les technologies. Moi, ce que je peux dire est que d'habitude, on se concentre lors de formations continues sur des technologies génériques, comme par exemple savoir du Python, coder en Python, savoir faire du SQL, faire du reporting avec Power BI. Je vois que ça, c'est très demandé sur le marché français ou Tableau. Et ensuite, par exemple, avoir des connaissances de travail sur des bases de données telles que AWS, Google, GCP ou Microsoft Azure.
Et avec ces compétences de base, bah, nous, en fait, on peut dire au nouveau recruteur, voilà, je vous propose mes compétences techniques, mais dites-moi, s'il vous plaît, si ces compétences techniques s'adaptent à votre environnement ou à votre structure informatique. Donc, on ne va pas aller chercher les 10 solutions d'intelligence artificielle les plus grosses sur le marché et on va commencer à les enchaîner, à apprendre tout ça. On va plutôt s'adapter à l'environnement du client. Ce que je vous ai présenté avec les compétences techniques, avec les petits logos de différentes tools que j'ai appris, c'est parce qu'en fait, je les ai accumulés au fur et à mesure au sein des entreprises. Donc, si je peux repartager encore une fois pour vous montrer ça. Donc, l'expérience que j'ai eue, encore une fois, je ne l'ai pas eue. Je ne l'ai pas eu en apprenant moi-même dans un coin de paradis tous ces outils. Ça, c'est parce qu'en fait, dans toutes mes entreprises, j'ai utilisé des outils. Donc, j'ai appris du R à l'école et j'ai appris du SAS pendant mon internship et un petit peu à l'école aussi. Après, toutes les autres choses que j'avais faites, bah, je les ai apprises sur place parce que j'avais des compétences de programmation en R et de compétences statistiques et un peu de compréhension de base de données avec ces deux outils. Bah, j'ai pu commencer à me développer dans tous les autres. Donc, j'ai eu quelques boulots de ma vie que j'ai fait. Je me suis adaptée à l'environnement technique de l'individu et tous ces outils que j'ai appris, c'est parce que j'ai travaillé dans une infrastructure qui m'a permis de les apprendre, de travailler avec des projets qui utilisaient ce genre d'outils. Donc voilà, n'allez pas chercher tous les outils du monde. Concentrez-vous sur les plus demandés, les plus importantes. Et ensuite, selon les job descriptions, bah, il y a de flexibilité. Selon votre profil, bah, si vous êtes certifié Microsoft Azure, je pense qu'un projet qui utilise de AWS peut très facilement vous faire transitionner sur AWS juste parce que vous avez déjà des compétences nécessaires et les principes de base en Microsoft Azure qui sont un peu préparés. Donc voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et j'espère vraiment que ces astuces vont vous servir pour la suite. Donc, merci bien pour toutes ces questions et j'espère que vous avez bien apprécié mon intervention. Voilà. Merci bien. À très bientôt. Au revoir. Et bon courage pour la suite. Merci. Maëlys, la scène, c'est la tienne. Maintenant, je ne sais pas si tu veux conclure. Je vois que le monde est très content, donc ça me fait plaisir. Merci bien à tous et bonne continuation. Très bon courage. À très bientôt. Au revoir.